Salut à tous, c'est Gold. Aujourd'hui je vais tenter un tout nouveau format. Déjà, j'ai trouvé que la review de la semaine dernière elle manquait vraiment de dynamisme, mais j'ai quand même envie de parler du chapitre de la semaine, donc j'ai trouvé une sorte de compromis. J'ai décidé de faire une liste des 10 faits marquants du chapitre et de vous en parler. Donc comme ça rend la chose plus dynamique. Et en plus vous êtes sûr de louper aucune info sur le chapitre parce que pour en trouver 10 faits marquants, il faut vraiment chercher loin. Et en plus de ça, je peux parler du chapitre au KLM, comme ça tout le monde est content. Allez, c'est parti. Déjà, mea culpa, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que Pudding était gentil, qu'elle avait menti et que Big Mom ne comptait absolument pas tuer les Vinsmoke, mais on a bien vu que les homies on me dit dans ce chapitre que Big Mom allait tous les tuer, etc. Mais Pudding a bien précisé au début que si jamais une goutte de sang était versée sur la nourriture, Big Mom se mettrait en colère. Est-ce que c'est un foreshadowing pour le reste? Je ne sais pas. Après, ça n'explique pas pourquoi Pudding a capturé Reiju en fait. Donc il y a toujours une possibilité qu'elle soit gentille, ou que ça soit juste une traître de Big Mom, et qu'elle soit alliée avec Capone, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça reste louche. Même si les intentions de Big Mom sont claires cette fois-ci, ça reste toujours louche. Donc on a vu dans ce chapitre qu'il existe des balles renforcées qui permettent de percer le métal même sans le haki. Comme l'a expliqué Pudding, ça s'appelle des Candy Jackets, et le modèle du pistolet est sûrement un modèle spécial aussi. Et ça donne une toute nouvelle dimension aux manières de pistolet, et je trouve ça génial que Oda ait fait ça, parce que le Kiro et Vasco Shot, ils étaient marrants avec leur pistolet, mais on se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire contre des vrais guerriers? Ils peuvent rien faire. Parce que c'est juste des balles simples au final, mais non, il y a des balles spéciales qui permettent de percer le métal. Donc quand Ben Beckman a braqué son fusil contre Kizaru, Kizaru il rigolait pas, peut-être qu'il avait vraiment peur des balles spéciales. Et peut-être même qu'il existe d'autres modèles de balles que pour utiliser Yasop ou Van Augur par exemple. Genre des balles inflammables, des balles qui se multiplient, peut-être même, enfin je dis un peu de la merde, mais peut-être même des balles, enfin des munitions fruits du démon. Parce que si on peut mettre le fruit de l'éléphant dans une épée comme on a vu avec Spandam, peut-être même qu'il y a des balles qui peuvent se transformer en animal. Un peu comme la technique de Usopp, la balle qui se transforme en loup vert. Ce serait intéressant à voir. J'avais dit dans ma vidéo théorie sur les Vinsmoke que Yanji était le seul à posséder un exosquelette de type métallique, c'est-à-dire que quand on le frappe, le métal se déforme, mais il est résistant au final. Mais on a vu dans ce chapitre que Pudding a tiré dans le corps de Reiju et a bien précisé que ça pouvait traverser le métal comme sur le corps des Vinsmoke. Donc Reiju aussi possède un corps métallique, donc je propose que en fait tous les Vinsmoke possèdent un exosquelette de type métallique et en plus de ça un autre pouvoir. Donc ça veut dire que Yanji possède un corps métallique mais aussi un pouvoir en relation avec le treuil comme j'ai pu expliquer le Strong Right. Mais j'ai toujours du mal à voir ça en application dans le manga, donc faudra voir. Ça démonte un peu ma théorie mais c'est pas trop grave. Même là pour Pudding gentil ça démonte aussi ma théorie, mais bon c'est Oda, il est imprévisible. Et puis j'ai proposé des théories assez couillues on va dire, donc c'est pas étonnant qu'au final elles se retrouvent fausses. Sanji n'a jamais été aussi bas dans toute l'histoire du manga One Piece. On l'a vu quand il était enfant, il a vu la douleur. Quand il était adulte, quand il a perdu ses Nakama, il a connu la douleur. Quand il a vécu 2 ans sur une île remplie de Travello, il a connu la douleur. Quand il s'est battu contre Doflamingo à Dressrosa, il a connu la douleur. Il a fait que souffrir pendant toutes ces années. Mais cette année-là, c'est vraiment l'année de Sanji, comme l'a dit Oda. Mais pas dans le sens dans lequel on pensait, c'est vraiment l'année de Sanji dans le sens où il a douillé sa race. Il a jamais autant souffert. Et on le voit bien, il a pleuré. Dans ce chapitre, il a pleuré. On l'a vu que 2 fois pleurer dans One Piece pour de vrai. C'est quand il pleure en partant du Baratie et dans ce chapitre. Ça veut tout dire. Mais je pense que les souffrances de Sanji vont bientôt s'arrêter parce que là c'est vraiment beaucoup trop. À la fin de cet arc, il va sûrement avoir une révélation, un power-up et après il sera content parce que c'est pas possible. Sanji, je suis pas trop d'affection pour lui, mais là franchement je le vois tellement souffrir que je commence à avoir de la peine pour lui, c'est ouf. Étonnamment, Brook est le tout premier Mugiwara à combattre contre un empereur, c'est-à-dire Big Mom. Parce que oui, Luffy a combattu Barbe Noire et Impel Down, mais à l'époque c'était pas du tout un empereur, c'était un Shichibukai, donc ça compte absolument pas. Et donc Brook se retrouve contre Big Mom et se fait complètement exploser, c'est normal. Mais il tient quand même, il tient debout, et il dit « Je dois à tout prix prendre le rôle de Poneglyph, c'est ma mission, sinon je ne pourrai pas retourner auprès de Luffy. » Et Big Mom, de son côté, elle a l'air de plutôt s'amuser de la situation en fait, elle essaye pas de tuer Brook, elle essaye de l'affaiblir, je pense, pour ensuite le mettre dans un livre. Parce qu'elle le veut dans sa collection quand même, faut pas non plus trop l'endommager. Et peut-être que le fait que Big Mom joue un peu trop avec Brook puisse au final lui nuire, parce que Brook, lui, il est pas débile. À la première occasion, il va réussir à s'enfuir et revenir pour prendre le poneglyphe ou je ne sais quoi. Et en plus, il y a Pedro qui arrive aussi. Que Big Mom, si elle se met pas tout de suite à se battre sérieusement,
je pense qu'elle va avoir 2-3 petits problèmes qui vont se rajouter. Donc on pouvait se demander comment Brûlé faisait pour se retrouver dans le monde miroir, parce qu'avec tous ces miroirs, c'était quasiment impossible de savoir où se trouvait tel endroit, et bah Brûlé nous a révélé qu'en fait il suffisait tout simplement de demander au miroir, c'était pas compliqué. Donc Chopper et Carotte demandent au miroir où se trouve le château, ils lui disent, et maintenant ils cherchent précisément Luffy, Nami, Pedro, Jinbei, tout ça. Et comme les miroirs ne savent pas vraiment à quoi ressemblent les gens, et bah Carotte va nous faire un petit dessin, dire qui elle veut retrouver, et hop, ils vont se retrouver à côté d'eux, et comme ça, les renforts arrivent, et tout le monde sera content. Et si les Mugiwara arrivent à garder Brûlé jusqu'à la fin de l'arc, ils pourront s'enfuir via Mirror World. Et c'est pas du tout à négliger, parce que face à la fureur de Big Mom, s'ils ont pas au moins ça, je sais pas comment ils vont faire, c'est pas en courant à pied qu'ils vont réussir à semer Big Mom. Donc ils ont intérêt à garder Brûlé jusqu'à la fin de l'arc s'ils veulent s'en sortir. Et je pense qu'ils vont bien vouloir s'en sortir parce que Jinbei et Vinsmoke plus tout ça contre Big Mom, je pense qu'ils se font bien exploser. Donc Pudding n'avait absolument pas un pouvoir d'hypnotisme dans son troisième œil ou un truc bizarre chelou. En fait, elle possède tout simplement un fruit du démon. Pourquoi on n'y a pas pensé? Bah parce que c'était sûrement un peu trop évident. Donc elle possède le Memo Memonomi, ce qui fait qu'elle peut prendre la mémoire des gens, un peu comme dans Black Butler, je sais pas si vous avez lu, les gens avec leur faux de la mort, ils prennent le souvenir des gens. Et bah là c'est pareil, elle prend le souvenir, sauf qu'elle, elle peut les modifier, et donc faire en sorte que Reiju oublie ce qui s'est passé actuellement, et croit qu'en fait c'est juste un soldat qui lui a tiré dessus. Et là, c'est plutôt pratique parce que si jamais Pudding est gentil ou juste une traître de Big Mom, et bah peut-être que comme c'est sa fille favorite, elle a pu proposer un massage à Big Mom, et pendant qu'elle lui massait le dos tranquillement comme la petite fille chérie, elle lui prend la mémoire, elle modifie, et elle veut faire en sorte que Big Mom veuille tuer les Vinsmoke. Et ça c'est plutôt pas mal, ça donnerait une toute nouvelle dimension à Pudding, la fille complètement traîtresse qui manipule sa mère, un peu comme Barbe Blanche, parce que on a bien vu que les Yonko qui sont susceptibles de tomber, enfin le premier Yonko qui est tombé déjà c'était Barbe Blanche, et pourquoi il est tombé? Parce qu'il était malade et il s'est fait trahir. Peut-être que Pudding ça sera non seulement le traître et la cause de la maladie, parce que peut-être qu'elle a modifié la mémoire de Big Mom pour que par exemple quand elle dit un autre code genre orange, Big Mom devienne complètement folle et tombe par terre. Ça ferait en sorte que Pudding soit l'élément clé pour la chute de Big Mom. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Mais bon, c'est juste une théorie, je sais pas du tout si Oda peut faire ça. Bizarrement, Big Mom veut toujours savoir où se trouve Lola, alors qu'elle a dit quelques chapitres plus tôt que si elle était morte, ça la rendrait plus que joyeuse. Est-ce qu'elle veut la trouver pour la tuer? Est-ce qu'elle veut la trouver pour la marier au mec qui comptait lui donner la puissance de devenir la reine des pirates? On ne sait pas. Mais visiblement, elle va pas s'amuser à la chercher juste pour la tuer, donc est-ce que ça veut dire que la personne qui voulait se marier avec Lola souhaite toujours se marier, n'est pas vexée du refus de Lola, et attend toujours son retour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que Big Mom est prête à torturer Nami pour faire en sorte qu'elle crache la localisation de Lola, même si je pense qu'elle ne le sait pas, à moins que j'ai oublié quelque chose, non, elle sait pas du tout situer Lola. Mais voilà, ça montre à quel point Big Mom est prête à utiliser n'importe quel moyen pour retrouver Lola, alors qu'au final, elle a bien dit que si elle était morte, elle s'en fichait un peu. Je trouve ça assez bizarre. Ça cache quelque chose, à mon avis. Donc dans ce chapitre, on a le retour de Jinbei et on voit qu'il est en pleine forme, tranquillement, il a rien subi de ouf. Alors qu'il a joué à la roulette, et on a bien vu dans le flashback de Pedro que la roulette, quand tu tombes sur 100, par exemple, tu donnes 100 années de ton espérance de vie. Donc si était tombé sur 10, il aurait donné 10 années de son espérance de vie. Si c'était tombé sur le bras, il aurait perdu son bras, sa jambe, il aurait perdu sa jambe, sa tête, il aurait perdu sa tête. Donc ça veut dire que Jinbei est très probablement tombé sur le 10, et qu'il a tout simplement donné 10 années de son espérance de vie, et qu'on lui a dit, va attendre dans une chambre du château que les Mugi arrivent, ils viendront te chercher au calme, ils viennent te chercher après la séance d'études, et puis après tu peux retourner chez toi au calme jouer à Pokémon. C'est assez simple au final, mais bon. Je suppose qu'Oda n'avait pas du tout envie de tuer Jinbei tout de suite, hein. C'est assez logique, s'il commence à devenir un Mugiwara, il va pas le tuer directement. Donc je suppose pas que Jinbei est un être immortel, donc il a sûrement pas donné 100 ans à Big Mom, donc 10 ans ça me semble être le scénario le plus correct. Donc on a Jinbei, Luffy et Nami qui se sont réunis, Sanji qui est au courant pour la conspiration, Chopper et Carotte qui arrivent, Pecom qui est toujours aux abonnés absents, Aladdin qui arrive aussi. Si la cérémonie elle commence demain,
et que déjà dès la veille le soir, il y a tout le monde qui est sur pied de guerre, je sais pas comment elle va se dérouler en fait. Donc pour moi la cérémonie est fortement compromise. Est-ce qu'il y aura encore des combats toute la nuit? Est-ce que Big Mom va réussir à tous les capturer avant la cérémonie et faire en sorte que les Vinsmoke ne connaissent pas la vérité et ensuite lancer le mariage? Je ne sais pas, mais ça me paraît ultra difficile de contenir tout ce monde pour qu'ensuite la cérémonie se déroule. Je pense que le carnage va se durer durant la nuit, mais en même temps, si la Tea Party est annoncée depuis aussi longtemps, c'est pas pour qu'elle soit annulée au tout dernier moment. Donc pour moi, la Tea Party aura bien lieu, mais comment, je ne sais pas. Est-ce que quelque chose va faire en sorte que tout le monde va fermer sa bouche et attendre que le mariage se finisse? Je ne sais pas, peut-être que Sanji va leur demander d'attendre qu'il ait un plan. Je ne sais pas. Donc au final, on a toujours autant de peine pour Sanji, mais on voit que tout se met en place pour la bataille finale, Luffy et ses alliés versus Big Mom et ses commandants. Est-ce que Luffy réussira à la fois à prendre Sanji et les héros de Poneglyph et réussir à s'enfuir? Je ne sais pas, mais comme c'est le héros du manga, forcément il va y arriver parce qu'il est plus puissant, il est trop fort. J'étais assez étonné de voir un chapitre aujourd'hui, surtout qu'on a entendu dire partout qu'il n'y aurait pas de chapitre aujourd'hui. Donc je sais pas du tout s'il y aura un chapitre la semaine prochaine, on verra bien. Mais d'ici là, portez-vous bien, salut!